Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Gabrielle. Et moi, Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui redessine complètement l'équilibre mondial. Est-ce que la Chine est vraiment en passe de dominer le monde de demain? C'est vraiment la grande question géopolitique de notre temps, Gabriel. Et ce qu'on a trouvé dans nos sources, c'est une image bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Plein de surprises. Alors, on y va, on plonge directement dans l'analyse. Allez, on commence fort. On attaque avec le cœur du réacteur, l'innovation. On a longtemps eu cette image d'une Chine qui copie, qui suit. Mais les faits, aujourd'hui, racontent une toute autre histoire, surtout dans des domaines qui vont, littéralement, façonner notre futur. Et là, attention, premier fait marquant. D'après une étude du MIT, les modèles d'IA open source, donc ouverts, développés en Chine, sont désormais plus téléchargés, plus populaires que leurs équivalents américains. C'est un vrai point de bascule. C'est dingue ça. Mais la question que ça soulève, c'est est-ce qu'on est encore dans une logique de rattrapage, de copie améliorée, ou est-ce que cette fois on assiste à une pure vague d'innovation chinoise? Eh bien, regarde, les chiffres sont assez clairs. Ce qu'on voit là, c'est la part de la Chine dans les téléchargements de modèles d'IA sur l'année passée, 17%, juste devant les États-Unis à 16%. C'est un tout petit pourcent d'écart, mais symboliquement, ça veut dire énormément de choses sur la dynamique actuelle. Et cette avance, attention, elle ne se limite pas du tout au logiciel. Il suffit d'écouter ce que dit ce dirigeant de Volkswagen. Des coûts de production divisés par 2, c'est juste énorme. Et c'est ce qui permet à la Chine de prendre la main aussi sur le matériel, et notamment, bien sûr, les voitures électriques. Ah oui, clairement. Cet avantage sur les coûts, ça rebat complètement les cartes. Pas seulement pour le marché chinois, mais pour toute l'industrie mondiale. Quand un mastodonte comme Volkswagen est obligé de s'adapter à ce point, c'est bien la preuve que le centre de gravité a bougé. Bon, on a parlé technologie, maintenant on change de casquette et on passe à la géopolitique. Parce que, évidemment, la stratégie chinoise ne s'arrête pas à ses frontières. On voit se construire une influence pas à pas, de manière très méthodique, notamment en Afrique, avec un modèle qui commence même à être copié. Alors ça, c'est quand même un retournement de situation assez incroyable. On a l'impression que l'élève a dépassé le maître et que le maître se met à prendre des notes. Mais alors c'est quoi exactement ce fameux playbook, cette recette chinoise? Le voici. C'est un mélange assez malin de ce qu'on appelle le hard et le soft power. D'un côté, on a le dur, des projets d'infrastructures très concrets, très visibles. On pense à cet hôpital en Zambie ou au célèbre chemin de fer Tanzanie-Zambie. Et de l'autre, le doux, une diplomatie sanitaire super efficace, on l'a bien vu avec les vaccins. Et le résultat de tout ça? Des victoires politiques bien réelles, comme le soutien quasi unanime du continent africain à la politique d'une seule Chine. Et pour mettre un chiffre là-dessus, rien que pendant la pandémie, entre 2020 et 2022, l'aide chinoise liée au Covid a atteint 4,6 milliards de dollars. C'est plus que l'aide américaine qui était, elle, de 4,1 milliards. L'influence, ça se mesure aussi comme ça. Ok, donc on a ce portrait d'une puissance qui avance sur tous les fronts. Mais attention, il ne faut pas croire que le chemin est tout tracé. Le tableau est loin d'être parfait. Gabriel, il faut qu'on parle des fissures dans l'armure, des défis que la Chine affronte chez elle. Oui, et la plus grosse fissure, c'est sans doute celle-là, le marché immobilier. C'est le talon d'Achille de l'économie chinoise. Le gouvernement a tout tenté pour stabiliser la situation, mais comme ce graphique le montre très clairement, après une toute petite accalmie, les ventes de logements neufs replongent. C'est une énorme source d'inquiétude. Et le vrai problème, c'est que cette crise de la pierre est en train de se transformer en crise de confiance. Un pessimisme assez général s'installe dans la société, et ça vient toucher au cœur même du contrat social chinois de ces dernières décennies. Regardez-moi cette chute. C'est plus qu'une chute, c'est un effondrement. L'idée que si on travaille dur, on réussit forcément, eh bien cette croyance est passée de 62% à seulement 28%. Ça, ce n'est plus une simple statistique, c'est le rêve chinois qui prend un sacré coup dans l'aile. Ce qui nous amène logiquement à notre dernière partie. Parce que toute cette situation chinoise, qui est très complexe, avec ses forces immenses et ses faiblesses profondes, eh bien elle agit un peu comme un miroir pour les pays occidentaux. Un miroir qui leur renvoie leurs propres doutes. Ce tableau, c'est une simplification, bien sûr, mais il résume assez bien les tendances de fond identifiées dans nos sources. D'un côté, on a une Chine avec un secteur privé hyper inventif, des régulateurs qui vont vite, et de l'autre, un Occident où l'innovation semble parfois freinée par des blocages, par des coupes dans la recherche, ou même par une certaine frilosité face à l'immigration de talent. C'est un tableau qui fait réfléchir. Et c'est là-dessus qu'on reste en suspens. Face à cette montée en puissance de la Chine, qui n'est, on l'a vu, ni simple ni garantie, l'Occident donne parfois l'impression de passer plus de temps à se créer des problèmes qu'à innover. La vraie question, au fond, n'est peut-être plus de savoir si la Chine va dominer, mais plutôt de savoir comment l'Occident va se réveiller et répondre à ce défi immense.
Et voilà, c'est ce qui conclut notre analyse pour aujourd'hui. Un grand merci de nous avoir suivis. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Confluence, à nous laisser un like et surtout à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On adore lire vos retours. À très bientôt!